l'impression que ça a marché. Donc, mon intervention est intitulée « Les interactions attitudinales à l'école primaire inclusive en Tunisie entre les enfants en situation de handicap moteur et leurs pères valides ». Alors, comme introduction, on sait bien que l'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap a bien actuellement le vent en poupe. Le motif principal des parents d'envoyer leur enfant en situation de handicap dans une école inclusive serait l'augmentation des possibilités de contact scolaire avec les pairs dits normaux ou valides. En effet, les théories de l'école inclusive considèrent que le simple contact entre les enfants en situation de handicap et valides améliore leur connaissance réciproque et entraîne par la même la réduction des craintes, la tolérance et la compréhension mutuelle. L'école ordinaire peut constituer un puissant médiateur au développement social de l'enfant en situation de handicap. Mais la réalité, c'est autre chose. Mais encore faut-il que cette médiation se produise dans le bon sens. C'est dire que l'enfant doit pouvoir en fait assumer sa place particulière en classe sans s'épuiser dans l'effort d'adaptation qui lui est demandé, effort dépassant sans doute et de loin celui de ses pairs valides, moins soumis à la nécessité de compenser des manques originels et ou de se poser dans leurs relations égaux mais différents. Une autre contrainte, en fait, dans la réalité des enfants inclus, insérés dans une école inclusive, et la présence parmi les autres enfants valides ne fasse pas l'objet de rejet et ou entraîne une insupportable dévalorisation dont les effets psychiquement déstabilisants pourraient être redoutés, entraînant la perpétuation de leur aliénation. Donc, il y a un double effort que les enfants en situation de handicap doivent surmonter. Alors, l'objectif de cette étude, primo, il s'agit d'explorer les attitudes des écoliers tunisiens vis-à-vis de leurs pairs ayant un handicap moteur, inclus à l'école primaire, et explorer aussi les réactions attitudinales des élèves ayant un handicap moteur vis-à-vis de leurs pairs valides. Donc, en fait, cette intervention s'inscrit en continuation avec notre collègue tunisienne et notre collègue marocain. Alors, la méthode de cette étude, les participants, ils sont donc 287 enfants tunisiens scolarisés dans des écoles primaires publiques inclusives, situées dans les banlieues de la capitale de Tunis. Cet échantillon est choisi au hasard. Il est composé de deux groupes contrastés. Alors, il s'agit de 230 élèves valides, âgés entre 8 et 12 ans, et 57 élèves en situation de handicap moteur, âgés de 9 à 14 ans. Donc, en fait, la déficience motrice dont souffrent ces enfants est due à une paralysie cérébrale, ce qu'on appelait les enfants ayant une infirmité motrice cérébrale, IMC. Alors, l'instrument de notre recherche, c'est deux questionnaires composés chacun de 8 questions fermées. L'un est adressé au groupe d'élèves valides et l'autre au groupe d'élèves ayant un handicap. Pour chaque question présentée, 3 choix de réponse sont présentés. Et le sujet est appelé à choisir l'une d'elles librement. Alors, le questionnaire sont adressés à chaque sujet individuellement et oralement
et en langue dialectale tunisienne. Alors, concernant les attitudes des élèves valides, donc, par exemple, pour la première question, est-ce que vous aimez jouer avec les enfants ayant un handicap? Est-ce que vous aimez étudier avec des enfants ayant un handicap? Est-ce que vous avez des amis ayant un handicap? Etc. Donc, il s'agissait de faire un choix entre trois alternatives tout librement. Donc, dans les résultats, nous avons en fait trouvé deux types de réponses renvoyant à deux types d'attitudes. On a trouvé des attitudes défavorables, mais aussi des attitudes favorables. Alors, pour les attitudes défavorables, on a trouvé que près d'un tiers des enfants valides refusent absolument que leur père en situation de handicap participe à leur jeu. Soit avec eux dans la même école, ils refusent aussi de s'asseoir à côté d'eux à la même table dans la classe. On a trouvé aussi que presque un tiers des enfants valides n'établit aucun lien d'amitié avec un père en situation de handicap, a beaucoup de difficultés à communiquer avec leur père en situation de handicap. Donc, ces résultats nous renvoient une tendance chez les écoliers valides à rejeter leur père en situation de handicap moteur. La difficulté de communication ne provient pas, bien évidemment, des enfants en situation de handicap, car ils ne sont atteints d'aucune déficience mentale ou langagière, mais plutôt ce sont des enfants valides sur ce plan-là. Il y a une forme de répulsion à leur égard et un blocage psychologique à établir des contacts avec eux à cause de leurs différences physiques. Nous avons aussi, de notre part, relevé des attitudes favorables, puisque près du tiers des élèves valides aiment beaucoup jouer avec leur père en situation de handicap et partager avec eux la même table en classe. Un quart d'entre eux aiment beaucoup aussi étudier avec leur père en situation de handicap et ne trouvent aucune difficulté à communiquer avec eux. Ce qui indique que les enfants en situation de handicap sont rejetés, mais ne sont pas totalement isolés. Donc, c'est vrai qu'il y a un rejet, mais ces enfants-là ne sont pas totalement isolés. Ceci donc est en accord avec les résultats rapportés par les chercheurs occidentaux concernant les enfants intégrés dans des écoles régulières. La quasi-totalité des enfants valides déclarent que leurs parents leur interdisent peu de jouer avec les enfants en situation de handicap. C'est ce qui indique que l'existence d'attitudes défavorables des enfants valides sont la conséquence d'un processus de socialisation explicite et implicite véhiculé par les adultes, notamment les parents. Il s'agit dans leur déclaration, ils disent un peu, donc ils leur interdisent, mais peu. Donc, une interprétation de ça, parce que peut-être ils sont conscients de la non-conformité de cette interdiction parentale au discours officiel en faveur de l'intégration des personnes handicapées. Ils auraient ainsi adopté massivement le terme « peu », car cette formulation serait politiquement correcte aussi bien pour l'autorité parentale que pour l'autorité institutionnelle. À la question « Est-ce que vous aimez que les enfants ayant un handicap, est-ce que vous aimez les enfants ayant un handicap par pitié, plaisir ou obligation ?» La majorité ont répondu par pitié. Cette attitude de pitié suggère la perpétuation dans notre société tunisienne de représentation
je dirais, médiévale du handicap, très proche de celle décrite par Sticker en Europe, où elles ont persisté jusqu'au 19e siècle. Donc, en fait, les personnes en situation de handicap est assimilée dans notre société arabo-musulmane à celui qui est puni par Dieu et qui porte l'infirmité comme la marque de son infamie. Et à cause de sa malchance et son sort, ce qu'on appelle le maktoub, son sort malheureux, il éveille aussi la compassion et la pitié. Ici, concernant donc les réponses des élèves valides. Maintenant, on parlera des attitudes des élèves en situation de handicap. Donc, pareil, dans le questionnaire, nous leur avons posé des questions fermées. Pareil, donc il y a 3 choix. Est-ce que vous vous considérez différent des autres enfants? La première question. Est-ce que vous aimez vous asseoir en classe à côté des enfants valides? Est-ce que vous avez des amis qui sont valides? Etc. Donc, on va essayer d'analyser ces réponses. Donc, nous avons trouvé que près de la moitié des enfants en situation de handicap ne se considèrent pas du tout différents des autres enfants. Alors que presque l'autre moitié se voit peu différente. Alors, une interprétation possible de ces réponses, c'est que ces enfants sous-estiment leur handicap moteur et ne le considèrent pas comme un élément primordial de comparaison. Ils seraient fortement engagés dans les programmes d'intégration scolaire à tel point qu'ils éprouvent beaucoup de volonté à se faire passer comme les autres enfants valides ou presque. Il y a un recours à des stratégies de dissimulation ou de contrôle à l'information liées à l'attitude de leur déficience. Alors, pour l'autre question, nous avons trouvé que la majorité des enfants en situation de handicap, 81%, aiment s'asseoir en classe à côté d'un père valide. Donc, il s'agit d'un fort engagement en faveur de l'intégration scolaire. Ils expriment un besoin de validation de leur normalité, de leur père valide. Presque la moitié d'entre eux aussi déclarent que la plus grande difficulté rencontrée à l'école ordinaire est relative au mouvement et à la locomotion, puisqu'en fait, ce sont des enfants, comme je disais, qui ont un handicap moteur. Alors, ceci rejoint l'idée de Goffman qui affirme que ce qu'il y a de particulier dans la situation de l'individu stigmatisé, ce que la société lui dit qu'il fait partie du groupe le plus large, ce qui signifie qu'il est un être humain normal, mais en même temps, il est dans une certaine mesure différente et qu'il serait vain de nier cette différence. Donc, l'autre difficulté rencontrée souvent à l'école ordinaire est l'incompréhension des autres enfants valides. Il s'agit ici d'une indication de leur malaise à cause de leur inadaptation aux exigences de l'interaction imposée par leur père valide. La majorité déclare aussi n'avoir aucun ami valide, donc 77%, et ne trouve absolument pas amusant de jouer avec eux. Ces résultats sont de loin supérieurs à ceux observés dans des écoles intégratives en Occident. À titre illustratif, l'étude menée par Frost et Pijl en 2007 en Norvège montre que seulement près du quart des élèves ayant divers handicaps d'ordre physique et ou mental ont de sérieuses difficultés à établir des relations avec leur père valide. Donc, en fait, on constate en fait que
ce problème existe même dans les écoles intégratives en Occident, mais à un moindre degré. La majorité déclare aussi qu'ils n'ont aucun problème quand ils sont avec leur père dans la même situation de handicap et qu'ils trouvent amusant de jouer avec eux, que ce sont leurs parents qui les obligent à aller à l'école ordinaire pour côtoyer les enfants valides. Donc, ce qui indique qu'il existe un impact du rejet social sur les enfants en situation de handicap. Donc, il y a le repli sur soi et la recherche d'un autre compatissant, comme disait Goffman. Ils se constituent alors en groupe, en réseau, dans la même situation de handicap et porteurs du même stigmate pour rechercher un soutien moral, un groupe de référence et retrouver son estime de soi. Donc, c'est la tendance à se retirer du groupe et à s'isoler dans d'autres groupes qui ont le même stigmate. En conclusion, je dirais que ces résultats laissent à espérer quant à l'avenir et l'issue de l'inclusion scolaire en Tunisie, bien que sa mise en œuvre soit trébuchante en Tunisie à cause des obstacles psychosociologiques, essentiellement. Donc, il y a des obstacles psychosociologiques essentiels. Elle reste la meilleure alternative d'intervention en faveur des enfants en situation de handicap. Les conditions de la réussite de la politique d'inclusion scolaire seraient liées principalement à la poursuite de sa mise en œuvre dans le temps, car les attitudes des élèves valides deviennent plus favorables en cas de contact direct avec leurs camarades en situation de handicap. En revanche, la distance sociale entre les deux partenaires diminue et va même jusqu'à disparaître à la en fin d'année scolaire, en cas de contact indirect, comme l'indiquent plusieurs études, surtout l'étude française de Arma en 2014. L'autre condition est la mise en place par l'enseignant de stratégies pour promouvoir des attitudes positives vis-à-vis de la différence en général, comme l'indiquent aussi des études faites en France ou bien aux États-Unis. Par exemple, en préparant les pairs à l'accueil des élèves en situation de handicap et en utilisant une pédagogie adaptée aux besoins et capacités de tout un chacun. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Nous allons poser des questions, prendre des questions dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions pour Nous avons une question, ce ne sera pas long. Moi, j'ai une petite question un peu méthodologique. Les questions que vous nous avez montrées sont les questions que vous adressiez aux élèves? Oui, ce sont des questions adressées aux élèves. Donc, à deux groupes d'élèves, des élèves en situation de handicap qui sont dans des écoles inclusives. Mais moi, je parlais plutôt des questions que vous posiez aux enfants qui… Ah oui, c'était des questions. Ok, bref. La question que je me pose méthodologiquement, c'est est-ce que j'ai trouvé vos questions un peu frontales sur le handicap? Je me demandais du coup, est-ce que ça n'avait pas tendance à réifier un peu cette distinction et cette barrière entre les enfants handicapés, les enfants valides de l'autre? Et du coup, je me posais la question de votre réflexion autour de ces questions et de leur formulation. Et puis, du coup, ce qu'il y a derrière, c'est est-ce que vous avez interrogé les frontières du handicap selon les élèves eux-mêmes? Parce que du coup, vu que vous faites référence directement au handicap dans les questions et c'est quoi être avec un enfant handicapé, etc.
Est-ce que du coup vous avez été interrogé les frontières du handicap ou les représentations qu'ont les enfants du handicap, ce qu'ils mettent derrière ça, quoi? Donc, en fait, ici, il s'agit de, comme je disais, ce sont des élèves qui font leurs études ensemble, dans la même école, dans la même classe. Donc, j'ai posé des questions aux deux groupes d'enfants, les enfants qui sont en situation de handicap moteur, comme je disais, et les enfants qui sont valides ou normaux, entre guillemets, bien sûr. Et j'ai essayé de voir s'il y a, de rechercher s'il y a en fait, quelles sont les attitudes des uns envers les autres. Et c'était ça l'objet de cette étude-là. Moi, j'ai une question un petit peu embarrassante à vous poser. C'est vous-même qui l'avez dit, il y a des croyances médiévales autour du péché lié aux parents des enfants handicapés. Il y a aussi la relation de pitié qui peut être religieuse, qui existe encore beaucoup chez nous. Je voudrais savoir si cette idée de péché est encore enseignée aujourd'hui dans la religion musulmane. Est-ce que c'est une croyance qui est restée comme elle existe encore chez nous autour de la sorcellerie ou autre, quoi, un petit peu. C'est-à-dire des croyances qui ne sont plus dans la doxa religieuse, mais qui continuent à être entretenues dans certains milieux où on croit encore que le handicap des gens va sauter sur les autres, quoi, en gros. Hein. Donc, j'aurais voulu savoir la part de la religion dans ces aspects-là, peut-être de l'intégrisme, peut-être, je ne sais pas. Je ne dirais pas de l'intégrisme, mais en fait, c'est une situation générale dans notre société tunisienne qui reste malheureusement, non seulement en Tunisie, mais je dirais, comme l'a indiqué notre camarade, notre collègue marocain, c'est que cette stigmatisation est due essentiellement à ce facteur culturel basé sur la religion et qui n'est pas uniquement enseigné à l'école, mais aussi c'est la mentalité générale de toute notre population qui est plutôt en train de changer, mais très lentement. Mais très lentement. Donc, c'est vrai que concernant l'éducation religieuse qui est enseignée dans les écoles et même dans les lycées, il y a ça, mais en fait, tout dépend de l'état de conscience de chaque enseignant, mais aussi du système ou bien de la mentalité de la culture générale qui se trouve dans notre société. Donc, en fait, je dirais, j'incriminerais plutôt les adultes qui essaient de dogmatiser, que ce soit donc, les enseignants ou bien les parents, qui essaient d'être cette culture qui est peu tolérante et je dirais même comme je l'avais indiqué, en fait, qui est plutôt de type médiéval et qui est en train de changer, mais très, très, très lentement. C'est pour cela que, en fait, l'école inclusive, elle apporte beaucoup pour les enfants handicapés et qui pourrait même changer cet état de mentalité. Merci. Merci pour cette réponse. Est-ce que nous avons une dernière question? Je ne sais pas si on a dans le chat. Oui. Il a parlé plus fort et peut-être est-ce que vous m'entendez mieux là? Un petit témoignage. En parlant de pétition, il existe aussi, c'est arrivé, parce que nous, ça nous est arrivé, dans une CLIS, à l'époque on les appelait les CLIS, en primaire. Moi, j'ai vécu ça. Ce sont des parents d'enfants handicapés de la CLIS qui ont fait une pétition pour qu'on puisse ne soit pas dans la classe. Dans la CLIS. Ça existe. Je suis en région parisienne et c'était il y a 15 ans. Voilà.
Donc, une pétition dans une classe pour exclure un enfant en situation de handicap, ce sont malheureusement des choses qui arrivent et peut-être est-ce que vous avez eu de votre côté, M. Amar, des situations semblables? Je m'excuse, j'ai pas bien entendu votre question. C'est de la part d'un groupe de parents qui s'opposaient, des parents d'un enfant en situation de handicap qui s'opposent, c'est-à-dire des parents d'enfants qui s'opposent à la venue d'un enfant en situation de handicap dans leur classe, dans la classe de leur enfant. Les parents, ils aiment bien en fait inscrire leur enfant dans des écoles inclusives, comme je disais, parce qu'en fait, pour eux, quoi qu'il en soit, ils veulent que leur enfant se rattrape, ils veulent surtout sur le plan social, ils veulent que leur enfant interagisse avec les enfants dits normaux. Donc, les parents, ils insistent même pour que leur enfant soit dans des écoles plutôt inclusives et que leur enfant s'inscrive dans des écoles primaires ordinaires pour qu'ils puissent côtoyer des enfants normaux.